Ma collection, elle s'est peut-être faite sur des questions d'abord de rencontres avec des gens qui m'ont introduit à la fois d'autres personnalités, donc du milieu de l'art contemporain de l'époque, et qui eux-mêmes avaient j'ai vu dans des bibliothèques des choses absolument incroyables, et ça m'a fasciné parce que comme je suis très bibliophile, donc j'ai eu envie d'avoir. Et donc à une époque où personne ne s'intéressait encore tellement à ça, surtout pas dans ces pays-là où on commençait à avoir un rejet total de ces publications, et j'ai commencé à les acheter dans des librairies, quoi. Donc, après je suis allé en Tchécoslovaquie, je suis allé en Pologne, je suis allé un peu en Roumanie, enfin après la période Ceausescu, la Roumanie. Il y a une esthétique qui ressort de là qui est assez radicale. Moi, c'est ce qui me plaît dans tout ça. Donc, je suis un peu fasciné par cette esthétique radicale. Et puis, d'un autre côté, je me dis qu'effectivement, c'est quand même pas des images qui ont été très propres sur la durée, quoi. Disons qu'ils ne sont pas des images, c'est des images qui ont quand même apporté beaucoup Enfin, c'est la position aussi de Jan Tschichold, le typographe qui, après-guerre, a refusé complètement, est revenu sur des principes classiques. Quand il a travaillé pour les Penguin Books, la typo, il l'a fait dans une optique je dirais très conservatrice et très classique, en refusant tout le travail qu'il avait fait avant-guerre, en disant que ça avait trop aidé les totalitarismes. Il y a à la fois cette fascination pour une esthétique qui appartient à ces grands courants plastiques des années 20-30, et puis il y a aussi le côté que c'est des gens qui ont eu une position où ils se sont aussi mis à l'écart de tout ça. Prenons le cas de Karel Tailleux. Karel Tailleux, c'est quand même quelqu'un qui a adhéré au marxisme, qui a adhéré disons, à l'idéologie communiste des premières heures, et puis qui a soutenu le PC en faisant beaucoup de publications. Il a lui-même été rédacteur en chef de Rue de Bravo, qui était la revue du PC. Il a aussi il a pris des positions très, très claires pendant les procès staliniens. Il a refusé tout ça. Il n'a jamais été membre du PC. Donc il a toujours eu une position entre deux qui lui a coûté, en fin de compte, à l'après-guerre. Il a été, il a été mis à l'écart. Je pense qu'il y a eu énormément de pression qui a été faite sur lui. Il n'a jamais été emprisonné, mais il a été mis à l'écart. Non, j'ai pas de lien particulier avec la République tchèque. Simplement, j'ai organisé dans les années 80 bon nombre d'expositions en Europe centrale. Et je dirais, j'ai des liens avec plein de pays, surtout la Hongrie, où c'est là où j'ai démarré. J'ai monté des grosses expositions dans les années 80, c'était peut-être 88, c'est ça, 87, 88, juste avant la chute du mur, où j'ai mené pas mal d'opérations, d'échanges aussi avec ces différentes capitales et la France, parce que à l'époque, je m'occupais aussi un peu j'aimais bien tout ce qui tourne autour des arts électroniques, et donc j'ai fait pas mal d'opérations de transmission d'images via le réseau téléphonique entre Budapest, qui était de l'autre côté du mur, et Paris. On a fait pas mal la première opération que j'ai menée, la première manifestation s'appelait Dialogue ordinaire. Ça jouait sur le terme ordinateur et sur l'ordinaire. C'était pas du tout aussi ordinaire que ça, parce qu'on faisait passer quand même des images que faisaient des Hongrois, et des artistes hongrois, des artistes français qui étaient à Budapest dans les locaux de l'Institut français. On les faisait passer comme ça à la frontière, et puis c'était très drôle parce qu'on a eu des tas de. Mais ça, c'est une autre histoire. La première impression n'a pas été une impression très enthousiaste. Puis après, bon, j'y suis retourné, donc j'ai apprécié bien évidemment la qualité de cette ville, et puis surtout la qualité des gens, quoi. Je connaissais un peu le cinéma à travers des films que j'avais programmés quand je m'occupais de programmation de ciné-club à une certaine époque. J'avais programmé les films de Karel Zeman notamment, qui sont absolument extraordinaires comment dire, toutes les lectures, les degrés de lecture qu'on peut mettre derrière tout ça, derrière ces images, et je crois que là on a, enfin, les
l'état d'esprit m'a plu, quoi. C'est surtout ça, c'est des gens qui ont un regard, comme beaucoup de gens de tous ces pays, il y a aussi cette espèce de, j'ai un peu d'humour secret qu'il peut y avoir, cette espèce de réserve, et puis d'un autre côté, ce côté, oui, ce côté où il y a une très grande culture qu'on sent de partout, quoi, qui est héritée d'une autre époque. En 1918, ils arrivent à avoir leur autonomie, donc ils deviennent un pays, la Tchécoslovaquie, et donc c'est aussi une façon il y a tout un mouvement qui déjà s'était développé avant-guerre, avant la Première Guerre, donc dans les années 10, qui est un mouvement de recherche autour de la typographie, c'est-à-dire qu'ils cherchaient à affirmer leur langue avec des retranscriptions graphiques qui correspondent, qui ne les obligeaient pas à prendre les alphabets, les fautes allemandes, comme ils les utilisaient pour les mettre, rajuster les accentuer, donc rajuster les ponctuations, etc. Ils ont développé leur propre orthographe avec leur propre caractère typographique, et ça c'est important, c'est une révolution qui a été assez primordiale, c'est-à-dire qu'on est dans un espace linguistique qui va avoir sa codification, ses propres abécédaires et ses propres signes, et donc ça c'est très important, et le livre a été, je crois, un espace sur lequel ils ont pu se libérer de tout ça, ils ont pu s'exprimer par rapport à tout ça, donc il y a eu des éditeurs assez... En plus de ça, il y a eu des éditeurs qui ont senti qu'il se passait quelque chose à ce moment-là au niveau d'une révolution des formes, hein. C'est tous ces courants qu'on a vus, tous les ismes entre guillemets qui émergent à ce moment-là, et qui font que tout ça s'est retrouvé avec toujours pareil des personnalités un peu plus fortes, leaders comme Karel Taille, mais comme il y a Vítězslav Nesval, il y a des poètes, il y a Jaroslav Seifer, il y a tous ces gens-là qui ont aussi, et puis d'autres plasticiens, les Čapek et compagnie, qui ont véritablement aidé à l'émergence de tout ça. Sutnar, il a énormément fait c'est un expérimentateur visuel qui a été qui a créé des formes pures, enfin avec une espèce qui a un plaisir à jouer avec la forme, et ça m'a beaucoup plu. Donc il y a un mélange à la fois de plusieurs périodes chez Sutnar qui font que c'est un artiste qui a sa place à la fois dans la collection parce qu'il a fait des ouvrages à l'époque qui sont quand même assez reconnaissables et qui sont d'une grande qualité graphique, et puis il a surtout expérimenté dans les années 60 un répertoire de formes qui est complètement, disons, qui est un pur plaisir des yeux, quoi. Ça, c'est... Tous ont travaillé à l'intérieur même du livre, hein. C'était l'objectif que se donnait Karel Taille aussi dans son idéologie de créer des images pour le livre, hein, du poème image, que le livre soit l'espace de rencontre entre l'architecture, les arts plastiques et la poésie, et puis où la typographie essayait d'être le lien entre tout ça. Donc que ce soit des illustrateurs, ils ont tous... mais il y a effectivement des personnalités un peu particulières, comme Hofmeister, qui lui est un chroniqueur de toutes ces années-là, par le dessin et par un trait qui était, très... Bon, c'est utilisé à l'époque, c'est une espèce de trait assez... bon, c'est juste, c'est la ligne claire, quoi, entre guillemets, cette fameuse ligne claire dont on a parlé dans les années 80-90 à peu près à propos de l'œuvre d'Hergé, donc le dessinateur de Tintin, mais je crois que Hergé était quelqu'un qui avait compris l'esprit de son temps, et déjà dans toute la presse, on avait des dessinateurs qui, depuis Carandache, qui utilisaient le
le traité graphique de façon assez unique, quoi. Il n'y avait plus de hachures, ils avaient déjà simplifié le dessin pour la presse. C'est les mamelles de Tirésias d'Apollinaire, parce qu'Apollinaire a été beaucoup traduit en tchèque. Quasiment tous les écrits d'Apollinaire dans les début des années 20 ont été traduits. C'est un auteur qui a eu beaucoup de succès. Donc là, c'est le logo qui a été dessiné par Tailleux pour Odéon. Et puis là, on a cette page d'ouverture où là, c'est l'exemple même d'un travail collaboratif, parce que Tailleux revendiquait ça aussi, c'est-à-dire qu'un travail qui mette en perspective le travail de plusieurs artistes en même temps sur le livre. Donc là, c'est du Joseph Sima. On a un petit dessin de Joseph Sima en frontispice, et puis on a l'entrée qui est dessinée par Tailleux. Alors bien évidemment, bien souvent les livres ils sont pas toujours reliés. Bon, ils sont là, c'est une partie là qui est qui est volante. Ça c'est. Et puis on a. Alors là, après, je crois qu'il y a d'autres images. Enfin, il y a des jeux typographiques là qui sont toujours. Voilà, il y a d'autres images comme ça de Sima. C'est important de diffuser cette histoire des formes, cette histoire graphique, parce qu'elle n'a pas encore, elle n'est pas connue par beaucoup de gens. Elle est connue que de très peu, peut-être les spécialistes savent, connaissent bien cette période, mais elle est connue par très peu de monde. Mais elle était essentielle parce que Prague a été une capitale multilingue assez incroyable, quoi. Et puis quand on voit on verra dans l'exposition quelques exemples de la correspondance entre Karel Tailleux et Le Corbusier. C'est dans un français absolument parfait. Il y a toujours il francise même son prénom. Il signe votre dévoué Charles Tailleux. Donc c'est assez. Ah oui, c'est-à-dire il y a des allers-retours, c'est sûr que c'est en permanence. Hein. C'est-à-dire je collectionne des livres en me disant que de toute façon je vais les utiliser pour écrire dessus, et puis ou des revues, parce que j'ai aussi une rubrique qui s'appelle Rétrovision. Ça fait déjà maintenant plus d'une quinzaine d'années que je la tiens dans un magazine qui s'appelle Magazine. Hein, c'est peut-être pas. C'est qu'un. Et donc où j'étudie, je fais j'écris sur l'histoire des magazines. Ça me passionne. C'est le côté de la pop culture aussi, ça c'est aussi très important. Et puis bon, il transparaît tout le politique, toute la société derrière ces magazines. Il y en a d'ailleurs un qui sera présenté dans l'exposition. Le plus possible. Enfin bon, je n'ose pas. Ça n'arrivera pas. Penser que ça puisse arriver. J'espère, c'est que je suis sûr que ça n'arrivera pas, donc il n'y a pas de problème. Je crois qu'ils sont tous, ils ont tous leur qualité, et je serais un peu incapable d'en privilégier un plus qu'un autre. Hein. J'aime bien tous ces livres. Ils ont. Ça forme un tout, quoi. C'est une collection qui est un petit peu incomplète, hein, parce que c'est pareil.